Bonjour à tous. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Un grand oral pour la série Kaboul, que j'ai eu donc l'opportunité de vivre. Voilà. Et donc je voulais parler, aborder les thématiques que j'ai lancées hier sur les réseaux en disant voilà les sujets abordés que je vais aborder en tout cas aujourd'hui dans cette vidéo. Et il y a effectivement des sujets qui se sont ajoutés aux sujets présentés hier sur mes réseaux sociaux. Voilà. Donc je vais faire de manière linéaire, aborder. Je me suis fait, c'est la première fois sur toutes les vidéos, voilà, parce que ça faisait jaser comment elle fait ses vidéos. Voilà, je suis honnête, voilà, je me suis noté les différents sujets que je vais aborder sur ce thème, donc l'Afghanistan. Voilà, voilà. Donc, je n'ai pas changé l'ordre de la manière dont je l'ai énoncé sur les réseaux, en tout cas sur ceux qui sont partagés, puisqu'il y en a que j'ai gardé en secret. Et voilà, donc je vous le dis, je vous ai partagé sur les réseaux sociaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9. Je vous en ai partagé 9. Et moi, j'en ai ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc c'est sorti comme ça. J'ai pas calculé à faire un équilibre parfait. Donc... on va aborder donc ce pays, le pays, l'Afghanistan. Je suis rentrée effectivement en contact avec des talibans. Ils m'ont partagé leur vision du monde et je vais aussi en parler avec vous aujourd'hui. J'ai été sur le terrain. Effectivement, j'ai travaillé pour l'Allemagne, qui ont investi aussi auprès de ma personne. Et qui m'ont donné l'opportunité aussi d'aller faire ma carrière militaire en Afghanistan. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc la grosse thématique, effectivement, c'est les femmes. Puisque beaucoup de gens s'inquiètent sincèrement pour le sort des femmes en Afghanistan. Du fait qu'elles, et là je commence, du fait qu'elles ne peuvent pas travailler, peut-être, j'ai pas suivi l'actualité et l'évolution sociale du pays, voilà, je vais être honnête avec vous, je sais pas où on en est aujourd'hui, mais de fait, je vais partir du principe qu'elles n'ont pas le droit de travailler. Et en tout cas, qu'elles n'ont toujours pas l'autorisation pour sortir seules. Je vais partir dans ce principe-là. Voilà. Donc, la femme qui travaille, effectivement, au départ, c'était l'idée de séparer service homme-femme. Et quand ils ont repris le pays, effectivement, l'idée, c'était de remettre une séparation dans les écoles, puisqu'il n'y en avait plus, la mixité était là, donc c'était de remettre de la non-mixité dans les universités, etc. Et que du fait de ce choix assez ferme, les gens se sont inquiétés de voir si les jeunes filles allaient pouvoir étudier. Donc, la femme qui travaille, qui est indépendante, il faut partir du principe que chaque pays a sa culture et la culture fait partie d'une mentalité et d'une vision de la manière dont on veut vivre, dont une communauté souhaite vivre. C'est ça une culture. La culture, c'est une communauté d'hommes, de femmes qui se sont mis d'accord pour vivre d'une certaine manière.
et qu'on peut partir du postulat que les femmes sont soumises au patriarcat masculin, donc, et qui n'ont pas leur mot à dire sur la manière de vivre dans un pays, d'une mentalité, c'est-à-dire que peut-être les hommes imposent une vision de la manière de vivre, hein, et dont les femmes sont en réalité les esclaves. Voilà, les esclaves. Il faut faire preuve d'énormément de finesse dans les modes d'analyse. Et ceux qui ont peu voyagé, malheureusement, mes discours ne vont pas forcément être bien compris. En tout cas, je pense. J'espère que vous allez ouvrir vos chakras. Mais, en tout cas, là, je souhaite que vous soyez vraiment ouverts plus que de raison. Hein, parce que ceux qui voyagent peu, en réalité, ont peu de vision de différents modes de vie et donc de différentes cultures et de ne pas connaître la complexité de connaissances et de la richesse de la pluralité en réalité qui existe dans notre monde et qu'elle est nécessaire aussi souvent cette pluralité, hein, ce pluralisme si vous voulez. Moi, j'aime bien le mot pluralité. Bon, je verrai bien ce que ça veut dire. Voilà. Et donc, effectivement, il y a un principe fort en Afghanistan auquel ils sont très attachés. C'est la famille. D'accord ? Ils ont une volonté de ne pas séparer les familles. Que les familles, les membres de chaque famille soient au service de la famille. Donc, beaucoup de gens partagent cette vision-là. Hein, beaucoup de communautés partagent cette vision-là. D'accord ? Et ils ont une vision contraignante, hein, de dire on préfère créer un mode de vie indiqué donc en se basant sur une guidance religieuse, hein, donc supérieure à eux, d'accord ? Ça sort pas de nulle part, d'eux-mêmes, d'accord ? Il y a une interprétation dure, d'accord, de l'islam, et ceci est leur choix dans ce pays. Ils ont une vision contraignante, pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, en réalité, de l'échec d'une personne, d'un des membres de la famille. Ils ont peur, et en parlant d'échec, on parle de la trahison. Il faut s'épargner, d'accord ? Il faut s'épargner à trahir un mari, trahir une mère, trahir un père, trahir un frère. Et en partant du principe d'un modèle de société unique, eh ben, ça veut dire qu'on s'attache à vivre de la même façon et à avoir les mêmes principes. On peut faire un état de comparaison avec des pays plus mixtes en termes culturels, et on le voit, on l'observe, que n'ayant aucune vision claire, hein, parfois d'un modèle de société, il y a beaucoup de disputes et de bagarres. Donc, quand on part du principe que tout le monde doit être d'accord, et ce de manière forte, en recourant à la force pour que ce modèle soit respecté, cela induit que la société doit être indivisible, de paix, et donc pas se diviser, pas se bagarrer, pas se disputer. Ceci est la vision défendue sur un modèle de société, on va dire, unique. Hein, voilà.
Parce qu'on oblige, entre guillemets, les gens à être d'accord sur des principes forts et que ces principes-là étant supérieurs, il faut se battre pour les maintenir à flot, d'accord, vivants. Sinon, c'est la dispute, c'est la bagarre, c'est la division dans la société. Voilà. Donc c'est un point de vue qui est présentable, qui est malgré tout légitime. Hein. On voit que nos droits aussi ailleurs peuvent être bafoués, hein, même si on est à l'intérieur d'une démocratie aussi. Donc il n'y a pas de modèle réellement parfait et je pars de ce principe-là pour écouter tout le monde et entendre tout le monde. Voilà, donc effectivement la compagnie homme-femme, elle est séparée dans leur vision et qu'une femme ne peut pas sortir seule parce qu'une femme qui sort seule, elle peut aller voir quelqu'un en rendez-vous de manière cachée. C'est-à-dire un homme peut passer une burqa, une femme peut passer une burqa et ils se font passer comme des amis qui se rencontrent et qu'en réalité, ils vont faire l'adultère. Hein. Donc c'est pour éviter les mauvaises mœurs, d'accord, les trahisons, les bêtises qu'on peut regretter. Et alors effectivement, quand on est dans une société étouffée, hein, où il y a des mariages forcés, où les gens ne se choisissent pas par amour, etc., cela dépend souvent de tribus, de familles, et cela n'est pas acté dans tout le pays en entier. Il y a aussi des sectes au sein des pays, voilà, qui ont des rites très particuliers aussi. Il faut quand même en tenir compte. Ensuite, là, le cheval de bataille des Afghans en général, c'est la corruption. Et ils ont laissé effectivement un temps au gouvernement des gens, on va dire, plus au centre, plus au milieu. Ce n'étaient pas les talibans, ce n'étaient pas des étrangers, c'était des gens, on va dire, occidentalisés, qui étaient afghans. Et en réalité, ils se sont rendus compte, hein, par des témoignages, que la corruption reprenait, hein, c'est-à-dire que la police se faisait payer pour arranger des gens, d'accord, alors qu'ils pouvaient être coupables, que des femmes s'adonnaient à la luxure en cachette pour avoir des postes, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui abusaient aussi de leur position pour demander un acte sexuel en échange d'une position sociale et que les femmes y cédaient. Donc ils se sont aussi reconnu tout ça, et ce qui peut paraître une norme, parce que je pense qu'on est arrivé à un niveau de corruption dans certains pays et un niveau du fait de céder à la luxure pour des positions sociales, on l'a tellement normalisé ailleurs, hein, ou chez nous, qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte de la gravité aussi d'une situation et peut-être de la part mauvaise de ces choses-là. Je ne les défends pas. Je présente leur vision, d'accord, voilà, qui est présentable. Hein. Voilà, donc ensuite, donc la séparation de la famille, pour eux, c'est très grave. Le divorce, c'est très grave, dans le sens où une famille éclatée, où nous, on se dit c'est rien, c'est pas grave, en réalité, eux, ils ont observé que ça faisait des dégâts sur le long terme. Et que l'idée, c'est que la famille doit rester unie et indivisible, et que c'est très important de réunir les familles et de ne pas chercher à les diviser, à les séparer. Voilà. Alors ensuite, pays et génération sacrifiées. C'est ce que je voulais aborder, c'est-à-dire qu'il y a des contrées au-delà de notre planète, dans notre monde, pas au-delà de notre planète, dans notre monde, sur notre planète, qui sont pris dans un cercle où en réalité ils ont des principes de vie et que les autres n'ont pas les mêmes principes, et donc le niveau de développement est différent.
C'est-à-dire que les investissements vont être différents et que eux, par principe, ils vont rester à un niveau de vie de ce qu'il est. Il sera plus lent, mais ils s'attachent à leurs principes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, on va pas se leurrer, qui n'ont pas de principes, lâchent les principes, d'accord? Les lâchent, pour avoir accès à un développement plus rapide, à un enrichissement plus rapide, etc. Hein. Donc, les personnes se disent, moi ça a été mon cas, pourquoi tu lâches pas certains principes? Parce que moi je trouvais que c'était grave de lâcher certains principes de vie forts, et que cela transforme les cœurs, transforme les âmes. Encore faut-il s'intéresser au monde de l'invisible et au monde éthérique de l'âme. Bon. Donc, les pays qui sont parfois non développés ont été pris de court, hein, parce que la mentalité est absolument différente. Donc, c'est pas qu'ils sont plus bêtes, c'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est juste qu'ils ont un objectif de vie, une attente d'enrichissement de vie qui n'est pas forcément le même que le nôtre. Et les méthodes pour y accéder ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et ça aussi, il faut le comprendre. Voilà. C'est important. Qu'à un moment donné, on ne peut pas juger des personnes sur le résultat d'un enrichissement et juger de fait de son niveau d'intelligence. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable en termes intelligibles. Ce n'est pas, c'est pas une addition comme 2 et 2 font 4, vous voyez, dans le raisonnement, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est juste des choix de vie et de vision de la société et de partage entre les êtres. Hein, parce que, voilà. Donc, les gens sacrifient aussi de l'enrichissement et de la rapidité à s'enrichir et à se développer au nom de principes dont ils veulent être les gardiens. Les gardiens sur Terre aussi. C'est un choix. La question de la femme et le savoir. Effectivement, ils ont peur. Hein. Les Afghans ont peur du fait que, et c'est pour ça qu'il y a un empêchement vis-à-vis de la femme, c'est que en réalité, ce sont aussi des gens sensibles, qui ont des sentiments, hein, ils sont doués de raison, doués de sentiments, ce ne sont pas des animaux, et donc de fait, aiment être proches d'une femme qui leur est fidèle. Et qu'ils ont constaté, en Occident en tout cas, que les femmes qui avaient eu accès au savoir, qui étaient devenues indépendantes, n'avaient plus besoin d'hommes pour vivre, et du coup, ça remettait en question beaucoup l'ordre de la famille et l'ordre de la société. D'accord? De fait, il y a une crainte forte et un manque d'essai et de courage peut-être aussi, hein, pour voir le destin de chaque femme dans leur quête et leur émancipation de l'âme au travers du savoir dont on a tous besoin en réalité, et Dieu l'interdit à personne, qu'on soit homme ou femme. Voilà, donc la femme et le savoir, c'est une grande question pour eux et il y a un fort risque. Donc ce n'est pas parce qu'ils les respectent pas ou qu'ils les esclavagisent, non. C'est parce qu'en réalité, ils ont peur de les perdre. Ils ont peur de perdre la femme. Ils ont peur qu'elle se... L'image que les gens peuvent avoir aussi de la femme occidentale, et on le voit un peu plus, moi je trouve que ça se confirme quand même dans nos réseaux sociaux, où les femmes sont prêtes à abandonner très rapidement la famille, le mari, veulent se débrouiller très vite seules. Bon, il y a les hommes aussi qui trahissent, hein. Il y a des hommes, ils sont pas fiables, ce sont pas des hommes avec des principes forts, ils tournent facilement leur veste vis-à-vis de leur femme, etc. Donc c'est compliqué. Mais les femmes sont très seules. Hein, elles se bagarrent très seules, elles ne sont pas soutenues aussi par les familles. Il y a beaucoup de problèmes familiales. Il y a beaucoup d'abandon aussi de parents à enfants, d'enfants à parents, etc. Tout ça, ils ne le comprennent pas, ils ne le conçoivent pas. La question de la loi du plus fort. La loi du plus fort, donc ça c'est de pays à pays, c'est-à-dire effectivement il y a eu des pays qui ont été plus chanceux dans leur développement,
du fait qu'ils ont pu conquérir les océans aussi plus rapidement et donc voyager, donc faire du commerce, prendre des richesses, des butins, faire des guerres, bon bref. Et donc se sont enrichis et donc ont pu aussi se développer sur la perte de guerre et de bataille des autres. Aussi, c'est-à-dire les gagnants sont devenus plus forts et ont enrichi des pays et ont pu se positionner aussi. Si on a un caractère de nationalité et de pays plus fort, c'est-à-dire combatif, agressif, dominant, guerrier, et ben en réalité, forcément, on va avoir la prédominance sur des caractères qui ne sont pas dominants, qui ne sont pas possessifs, qui sont plus doux, qui sont qui ont un moins besoin de conquérir, qui ont un moins grand besoin de conquérir. Voilà. Donc il y a aussi des nationalités, des races qui ont un moins grand besoin de conquérir et de s'enrichir que les autres. À partir du moment où ils ont eu assez, ils ont un modèle de vie qui tourne, ils n'ont pas forcément besoin d'aller conquérir plus. Ils sont moins assoiffés de richesse et de domination. Aussi, il faut en être conscient. Et puis là, on aborde les thématiques que j'ai pas inscrites donc sur mes réseaux sociaux. Et donc, c'est la question du sacré dans notre monde. La question du sacré dans notre monde, elle est essentielle. Puisque il y a des mondes, des personnes aussi qui sont touchées par la grâce. Qui sont touchées par la grâce. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, qui sont dans la gêne avec la grâce, avec l'aptitude à être parfait, à sentir des énergies, à sentir des émotions, à les incarner, à les faire vivre, à les nourrir. Et il y a beaucoup de monde qui sont mal à l'aise avec ça. Et en réalité, c'est à revenir avec l'exercice du silence, avec l'exercice de la méditation, avec l'exercice du calme, avec l'exercice de connexion aussi de cœur à cœur et d'esprit à esprit, que tout ça se travaille. Donc, il y a un grand malaise avec le sacré, je pense, dans notre monde, ce qui fait qu'on l'a rendu toilette. Voilà, on a rendu le monde comme des toilettes à grande échelle, alors que c'était un monde extrêmement sacré au départ de son histoire. Ensuite, je voudrais revenir sur le côté où les États-Unis ont été un petit peu les gardiens et la police du monde civilisé. Donc, ils ont été les gardiens et la police du monde civilisé sous prétexte qu'ils étaient donc financièrement beaucoup plus développés, avec des structures humaines, sociales, économiques complexes, et de fait ne se sont pas donné vraiment la peine de clairement respecter totalement les cultures des autres pays, mais les ont jugées. Voilà. Et pas seulement les États-Unis, d'autres, beaucoup d'autres. Voilà, les ont jugés et en plus les ont, alors pas forcément les Américains, mais d'autres comme nous, voilà, Français, on a spolié au nom d'eux qu'on les trouvait un peu plus abrutis parce que pas développés de la même manière. Donc je voudrais rappeler que la civilisation, c'est la bonne éducation. Et que même si on a réussi à développer des structures économiques, sociales, sociologiques complexes, en réalité, nous sommes devenus plus abrutis qu'avant. Donc, en réalité, plus abrutis dans le sens où on n'est plus méchants les uns envers les autres et que c'est pas un grand signe d'intelligence. Si on n'est plus méchants les uns envers les autres, voilà, je voulais juste rappeler aussi ça. Ceux qui se définissent aussi comme amis de la foi islamique et que, de fait, il faudrait quand même que cela colle à la vision occidentale de la vie. C'est vrai, c'est pas complètement faux. C'est bien quand les visions se rapprochent pour éviter les bagarres et les disputes. Pour autant, c'est un travail aussi au travers de notre histoire, de la planète, que
on peut trouver de l'intérêt à ce qu'il y ait certains extrêmes sur notre planète, sachant qu'il y a des extrêmes dans l'autre côté. C'est-à-dire on est dans un monde où c'est duel, on est dans un monde où il y a un bien, où il y a un mal, et que de fait, pour équilibrer aussi ce bien et ce mal, nous avons des formes d'extrême mal, d'extrême bien, et puis un peu moins. On a 80% de mal, et puis 70% de bien, et ça s'équilibre comme ça, de manière juxtaposée aussi, mais de manière aussi en miroir. Hein. Il y a tout un tas de phénomènes comme ça, qui sont reliés à la physique, et qui ont besoin de ces énergies-là aussi travailler pour équilibrer et faire tourner le monde. Donc je voulais juste rappeler que les gens qui expliquent au monde, qui ont bien compris la foi islamique et que de fait il vaudrait entre guillemets l'adoucir, etc., c'est une bonne intention. Mais si Dieu ne laisse pas faire, c'est qu'il y a une bonne raison d'un équilibre dont on n'est pas conscient, parce qu'on n'est pas omnipotent et on n'est pas omniscient. Donc il faut rester aussi humble et abaisser son ego si on ne nous donne pas l'opportunité, ou si les autres ne le comprennent pas, et que peut-être les méthodes qu'on a choisies, comme la guerre, entre autres, pour faire entendre aux gens que leur foi, leur religion, elle ne doit pas se pratiquer comme ça, en réalité, utiliser la guerre pour le faire comprendre, c'est particulier. Il aurait fallu utiliser des armes chrétiennes, des armes de religiosité pour faire changer, et alors là on est dans le débat interreligieux, mais pour faire évoluer aussi la pratique d'une autre religion. La guerre, c'est jamais un bon moyen pour ce type de raison. Voilà. Ensuite, je voudrais parler de la générosité occidentale, qui explique au monde que, attendez, on va foutre la merde, mais quand même, on va donner. Pourquoi t'as commencé à foutre la merde? Tu veux rendre dépendant d'un système quelque chose pour programmer potentiellement un changement. C'est ça la réalité. C'est-à-dire on provoque un changement pour que ça change. Et on rend dépendant d'un système. Mais après, une fois qu'on a rendu dépendant le système, parce qu'on n'a pas vraiment de solution, parce qu'on n'a pas compris la culture, parce qu'on ne respecte pas les gens qui sont à l'intérieur de cet endroit, de ce territoire, dont on fout la merde en faisant la guerre, en réalité, c'est qu'il y a un non-respect important, et que en rendant dépendant une situation, ça veut dire qu'on ne cherche pas vraiment une solution, et que chacun voit un peu les intérêts et que ça se sent. C'est-à-dire on annonce quelque chose, on va dire au haut-parleur en disant non mais attendez, on est généreux, on va vous aider à trouver un système démocratique, à vous aider à le mettre en place, sauf qu'en réalité sur place les gens ils ont dit walou. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de formation, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Donc voilà, et pourtant les changements et les évolutions réussies se font alors avec des bonnes formations. Mais comme on l'a vu, les gens ne veulent pas les former parce qu'ils ne voudraient pas qu'ils les dépassent. Alors, le principe de réalité niée et la lucidité endormie, c'est une thématique que je voulais aborder, le principe de réalité niée. Donc le principe de réalité niée, c'est-à-dire quand tu es face à la mort, quand tu es face à la violence, ça te retourne la tête, ça te réveille la conscience. Et que quand on est dans une situation où il n'y a pas de guerre, où on est dans le confort, où on mange à notre faim, où on peut dormir quand on veut, on peut faire la fête, on n'est pas emmerdé, etc. Ceci ne fait pas partie complètement d'une réalité totale. Parce que la réalité aussi, si dans le monde il y a la mort, il y a la guerre, ça veut dire que la réalité, elle est pas entière pour toi. Tu vis une part de la réalité du monde, mais elle n'est pas totale. Donc ça aussi, il faut en être conscient. Et je pense que le fait de, par exemple, la guerre en Ukraine, ça a réveillé pas mal de conscience aussi en disant attendez, la guerre, c'est pas un jeu en fait. Voilà. La lucidité endormie, c'est pareil. Quand on est face à de la violence, quand on se rend compte que du jour au lendemain, on était bien, on était dans le confort et que finalement, il y a des gosses orphelins, il y a des gosses qui se font violer, il y a des femmes, elles sont violées, elles sont arrêtées, elles sont butins de guerre, etc. On te dit, en fait, l'humanité, elle n'a pas complètement changé malgré l'évolution et le confort.
On est d'accord, c'est un leurre. C'est un leurre, voilà, c'est une illusion. Comme quoi ça aurait changé, mais ça n'a pas changé. La nature humaine, elle est ce qu'elle est. Je voulais parler aussi de la trahison et de l'opportunisme. Donc la trahison et l'opportunisme, c'est-à-dire dans le fait de trahir et être opportun. Donc c'est-à-dire la difficulté à se positionner socialement et par rapport à des principes. On trahit des personnes et on peut ne pas trahir des principes en trahissant des personnes. Ça, je voulais le rappeler quand même. On peut trahir des personnes et pas trahir des principes. C'est-à-dire que la personne qu'on trahit, elle a déjà trahi le principe. Donc, la personne, elle a déjà trahi le principe pour lequel elle est soi-disant en train de se battre. L'opportunisme aussi, c'est le fait de prendre la place peut-être de quelqu'un d'autre. Hein. Souvent, on dit peut-être la place, elle était pour quelqu'un d'autre. Et puis moi, j'ai pris la place parce qu'il y a eu une opportunité. Hein. Mais c'est-à-dire, s'il y a une opportunité et que tu la vois, et que tu as l'intelligence de la voir, et que tu es apte à la prendre, saisis-la. Et n'aie pas de culpabilité à ça. Je voudrais qu'on arrête avec le fait de dire « oui, tu es opportuniste », etc. L'opportunisme, c'est une qualité. C'est pas un défaut. L'opportunisme, c'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Voilà. C'est-à-dire la personne, elle se saisit d'une situation pour en faire quelque chose. Après, la différence, est-ce que c'est dans le mal, est-ce que c'est dans le bien? C'est autre chose. Mais il y a l'intelligence de se saisir d'une situation de manière à ce que ce soit quelque chose de bénéfique pour soi. Voilà. C'est pas un défaut. Mais après, si tu en fais quelque chose de mal, bah, c'est-à-dire, tu as fait du mal, tu as fait quelque chose de bien avec, bah, tu as fait du bien. Voilà. Foi, pragmatisme, test et enseignement. Donc, c'était pour rappeler aussi à tous les non-croyants que la foi permet aussi, on n'est pas des illuminés, hein, on peut être très pragmatique, on peut être des gens très forts parce que en tant que croyant, on sait que Dieu, hein, nous on est convaincus de ça, que Dieu il nous teste par plein d'actions journalières et que c'est des étapes en fait. Et que ces actions journalières, elles sont des moyens de se développer, de se parfaire, de se perfectionner. Voilà. Et que c'est être pragmatique en fait parce qu'on considère qu'on a besoin de lui pour être mieux, être plus fort, être plus intelligent, voilà. Et qu'on ne compte pas que sur nous-mêmes, en fait. On n'a pas cette arrogance, voilà, parce que je trouve que c'est de l'arrogance, moi, personnellement, de dire « Ah non, non, je compte que sur moi-même, il y a bien des choses que je vois pas que c'est que moi-même. » Ça vient des autres, ça vient des voisins, ça vient des amis, ça vient de la famille, ça vient du travail. Et tout ça, qui c'est qui a mis en place ça autour de moi? C'est pas moi, c'est pas eux, c'est Dieu. Voilà, ça c'est ma vision. Et que donc on est enclin et humble à tirer des enseignements de notre expérience pour être mieux au service de notre prochain. Voilà, mieux au service de notre prochain. Voilà. Et pour finir, donc je voulais aborder la thématique de l'amour d'un pays et appropriation de culture étrangère. Donc l'amour d'un pays et appropriation de culture étrangère, c'est-à-dire... Est-ce que quand même on est en droit d'aimer notre pays et de refuser des cultures étrangères? Voilà, la question elle se pose. La question elle se pose chez nous avec l'islam, peut-être aussi avec le judaïsme aussi. Voilà, parce que... et peut-être que d'autres pays se disent, bon, à un moment donné... voilà, la culture occidentale telle qu'elle est vécue, en tout cas chez nous, ça donne pas envie. On n'a pas forcément un bon exemple à partager, qu'ils n'en veulent pas. Hein, c'est comme au départ, quand on est arrivé, que nous, on avait la bouffe française, et puis qu'on a vu les McDo s'installer, on a dit, bof, quoi. Mais bon, en même temps, on y est tous allés, on a tous bouffé. Hein. Donc après... voilà, c'est une question de vision aussi du pays. Et c'est vrai qu'on est parti dans une société et dans un monde occidental multiculturel. Je ne sais pas si on n'a pas échoué hein, dans la réussite de cette vision multiculturelle, sachant que on n'a pas joué l'unicité, hein, l'union dans le multiculturalisme, on a joué la division dans le multiculturalisme. Et quand on joue la division dans le multiculturalisme, ça fait un grand bordel, quoi. On est dans Babylone, quoi, vous voyez. On n'est pas dans un truc qu'on aurait pu créer bien. Voilà. Donc attention à tout ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon après-midi.